bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2023. Nous sommes sur le plateau de Cardio Online. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Didier Bruer, cardiologue et réanimateur, ce qui est important, pour aborder un sujet qui finalement nous concerne au quotidien et qui finalement également n'est pas si souvent abordé que cela. Alors Didier, bonjour. Bonjour Serge. Ces recommandations qui viennent de paraître de la Société européenne de cardiologie, qui portent sur la prise en charge cardiologique avant et après chirurgie non cardiaque, elles sont importantes. Alors, elles mettent en avant le fait qu'il y a un équilibre entre le risque du patient et le risque inhérent aux interventions dont on va parler. Si on regarde ces interventions, il y a des interventions à bas risque, à risque intermédiaire, à risque élevé. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, tu soulignes un point extrêmement important, c'est que finalement, on est à peu près, on essaye de déterminer un risque a priori sur les marqueurs cliniques, sur certains examens complémentaires dans certains cas. Mais ce qui compte finalement pour le patient, c'est le risque a posteriori, une fois que l'intervention sera faite. Et là, on a un panel d'interventions très variable, avec des interventions à très bas risque où généralement, quelle que soit la pathologie cardiaque sous-jacente, il ne se passe rien, et des interventions à risque dit classé intermédiaire et à fort risque. Une petite remarque, les recommandations américaines font l'amalgame d'ailleurs sur intervention à risque intermédiaire et intervention à haut risque, parce que, comme tu le soulignes, eh bien, une intervention dite à risque intermédiaire peut parfaitement devenir une intervention à haut risque, avec en particulier des complications hémorragiques qui sont grandes pourvoyeuses, dont on sait, de complications cardiaques post-opératoires. Donc effectivement, il suffit de regarder le tableau, les interventions tombent sous le sens. Il est sûr qu'une intervention de l'aorte abdominale est une intervention à haut risque, encore plus haut risque par exemple si elle survient en urgence, mais une duonéopancréatectomie totale céphalique est une intervention à haut risque, une intervention intrathoracique est une intervention à haut risque, mais il est évident qu'une prothèse totale de hanche par exemple est classée une intervention à risque intermédiaire. Mais il y a un panel extrêmement variable qui varie aussi d'un centre à l'autre, d'un chirurgien à l'autre, il faut en être conscient. Et ce qui est important, c'est que, notamment pour la chirurgie vasculaire, on peut choisir entre traitement endovasculaire qui n'aura pas le même niveau de risque et open repair, comme on dit, avec un risque important. Donc la décision peut intervenir. Est-ce qu'il y a, ça c'est pour nous au quotidien, est-ce qu'il y a des examens qu'il faut absolument faire chez tous ces patients? Alors chez les patients, j'entends, Serge, tu veux dire les patients de chirurgie vasculaire? Ou de des patients à haut risque en général. Et qui ont alors à ce moment-là des marqueurs de risque. Alors ils sont listés, ils sont assez peu différents, vous pourrez le remarquer dans les recommandations des marqueurs de liste, c'est-à-dire qu'on retrouve la notion de cardiopathie ischémique, la notion d'artériopathie des membres inférieurs ou de maladie vasculaire périphérique, la notion de diabète, d'insuffisance rénale chronique et d'âge supérieur à 65 ans, c'est classé comme étant des facteurs prédisposants à des complications cardiaques post-opératoires. Alors bien sûr, si le patient a une maladie coronaire connue, s'il est porteur d'un stent, on a horreur de ça, parce qu'on redoute cette complication avec l'interruption momentanée des antiplaquettaires, et bien de la complication redoutable qui est la thrombose de stent. Alors effectivement, quel examen il faut faire? On ne peut pas dire que les recommandations répondent franchement à la question. Et là, j'appelle au bon sens des cardiologues de se dire finalement ce patient-là qui n'a jamais été exploré ou mal exploré, ou son exploration fonctionnelle remonte à 2 ans, 3 ans, il a une capacité d'effort que je suis incapable de juger parce qu'il a mal au genou, parce qu'il claudique, et bien là je pense qu'il faut aller, surtout si on s'oriente dans une chirurgie un peu lourde, aller vers des tests fonctionnels, au moins pour évaluer sa capacité d'effort. Alors pourquoi pas une épreuve d'effort? Bon, c'est pas dans l'air du temps, mais au moins, éventuellement, au moins une épreuve d'effort quand même, et si elle n'est pas réalisable, il y a un examen qui a quand même fait la preuve de son efficacité, à savoir que quand il est normal, la valeur prédictive négative elle est excellente. S'il est normal, a priori il ne se passera rien. Je fais appel à ce moment-là à l'échographie de stress ou de butamine, qui est quand même extrêmement facile à réaliser par les cardiologues et qui est très peu coûteux. Oui, c'est ce qui avait été mis en avant dans les recommandations précédentes. Voilà, et là, il ne faut pas avoir un raisonnement binaire, et j'insiste beaucoup là-dessus après un écho de stress. Ce n'est pas parce que cet écho de stress va être positif qu'il va forcément falloir faire une coronarographie. S'il est positif sur 2 segments de la coronaire droite, c'est peut-être le moment, si le malade n'a pas de bêta-bloquant, de mettre un traitement bêta-bloquant, de renforcer son traitement et pas forcément se ruer sur la coronarographie, parce que pour l'instant, on n'a jamais montré qu'une revascularisation avant une intervention changeait quoi que ce soit. Oui, c'est ce qui est
très étonnant. Alors, c'est étonnant, Serge, oui et non. Parce que quand on reprend les études anciennes, les patients les mieux protégés sont les patients qui ont été pontés 2 ans auparavant. C'est-à-dire que le patient ponté, bien ponté avec un montage tout artériel, est parfaitement protégé. Et il est exceptionnel que celui-là fasse un événement. Ce n'est pas la même chose pour les patients qui ont été revascularisés par angioplastie. Oui, notamment quand l'angioplastie est récente. Quel délai on met entre une intervention et une angioplastie? Alors, angioplastie en période tranquille, en dehors du syndrome coronarien, la grande prudence, c'est si on peut différer l'intervention, c'est 6 mois. Après un syndrome coronarien aigu, c'est 1 an. Va se poser bien sûr le douloureux problème de la chirurgie carcinologique qui est bien stipulé. Il y a un chapitre exprès dans les recommandations sur ce qu'ils appellent Time Sensitive Surgery, où là, on n'a pas trop le temps d'attendre parce que ça met en péril le pronostic du patient. Et là, eh bien, on est extrêmement ennuyé. Et là, c'est une discussion multidisciplinaire. Et s'il faut revasculariser, eh bien, là, une recommandation nouvelle est apparue quand même. Si on doit absolument revasculariser le patient, et si l'angioplastie se présente, eh bien, à ce moment-là, il faut mettre un stent actif et opérer le malade au bout d'un mois. Et stent actif de dernière génération, si je me souviens bien. Absolument. Alors ça, c'est nouveau. Oui, on pourrait en parler des heures, mais on n'a pas le temps. Est-ce qu'il y a des mesures à prendre? On avait eu une controverse fameuse sur les bêta-bloquants. Je la vois venir. Oui. Alors, c'était l'étude de Devro qui était bizarrement conduite parce que la dose de bêta-bloquant était extrêmement importante. C'était 400 mg de métoprolol, comme ça, donné quasiment le jour de l'intervention, avec un taux de complication considérable. Alors, quand on reprend les études plus anciennes, Mangano, Lidenauer, par exemple, qui sont des études parfaitement bien faites, ils montrent que les bêta-bloquants sont bénéfiques quand on a une maladie coronaire. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, on a un patient qui a des marqueurs de risque, on lui fait une échographie de stress, elle est positive, mais sans signe de gravité. C'est-à-dire qu'on n'a aucune arrière-pensée sur le fait qu'il ait un tronc commun ou des lésions tritronculaires. Par exemple, je suis ischémia, je mets un traitement médical. C'est parfaitement défendable. En revanche, ce patient, je sais qu'il est coronarien, il va avoir une chirurgie un peu lourde. Et bien là, le point essentiel, c'est de dire ce patient doit avoir une cinétique de troponine post-opératoire J1, J2, J3. Si la troponine monte, je dois faire un électrocardiogramme. Et si ça dévisse, eh bien, le patient doit aller directement aux soins intensifs. Un petit rappel quand même, 75% des patients qui font un syndrome coronarien aigu post-opératoire ne sont pas en soins intensifs. Ce qui explique l'importante mortalité de ce PMI, ce qu'ils appellent le myocardial injury post-opératoire, qui est grevé d'une lourde mortalité. Un petit chiffre, on estime en France entre 5 000 et 10 000 patients qui vont décéder en post-opératoire après un syndrome, un dommage myocardique. Et le plus grand pourvoyeur, il faut être clair, c'est la maladie coronaire. Et comme on opère des patients de plus en plus âgés et que la maladie coronaire est plus prévalente chez eux, eh bien ça explique même quelque chose d'extrêmement important. En 30 ans, on a diminué par 10 la mortalité péropératoire avec les progrès d'anesthésie, alors que la mortalité post-opératoire ne fait qu'augmenter. Donc il faut bien qu'on trouve des solutions et pour l'instant, on ne peut pas dire que les recommandations apportent des solutions. D'ailleurs, il y a une phrase à la fin, « More research is needed ». La preuve, c'est que pour l'instant, on n'est pas très bon. Et je pense que pour être meilleur, la clé, c'est que les cardiologues s'impliquent beaucoup plus avant, pendant et après. Savoir que si le patient a fait de la troponine en post-opératoire, il doit être référé à une consultation de cardiologue parce qu'il s'est passé quelque chose sur ce réseau coronarien. Et là c'est la clé du problème. La place du cardiologue, d'ailleurs, dans ces recommandations est assez ambiguë, puisqu'on ne la retrouve réellement que chez les patients à très haut risque qui ont des anomalies sur les tests fonctionnels, qui ont une troponine, alors que voilà, on peut aller au-delà de l'électrocardiogramme. On peut aller au-delà de l'électrocardiogramme. Et alors, c'est sûr qu'elles sont plutôt en retrait et la tendance est peut-être en retrait sur les tests fonctionnels. Mais quand ils sont bien choisis, je pense qu'ils ont quand même tout à fait leur place. Et on n'a pas encore la réponse, malheureusement. Et il faut être clair, il n'y aura jamais d'étude qui va répondre clairement à la question. Comment voulez-vous faire une étude randomisée là-dessus? Je fais un groupe de patients, je fais un test fonctionnel, pas de test fonctionnel, je regarde le suivi. J'y crois pas trop, ça serait déjà fait. Il y a tellement de choses autour de l'intervention non schématisables que ça va être trop compliqué. 2 points, très vite, oui, non. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, on les arrête pas? On peut ne pas les arrêter. Et ce qui va nous concerner de plus en plus, les inhibiteurs de SELT2, dont on dit qu'il faudrait les arrêter? Ah oui, peut-être pour les interventions qui ont entraîné d'importantes variations de volémie. On aime bien qu'il y ait un stock de volémie préopératoire qui ne soit pas déplété.
Oui, mais Et est-ce le que risque c'est... d'acidocétose, voilà, Oui, c'est ce oui, qu'on oui, dit, alors, mais- oui, on verra. Les acidocétose. Oui. Alors, le vrai débat, c'est sur les bêta-bloquants, effectivement. bien mais sûr. les bêta-bloquants, on n'instaure pas un traitement bêta-bloquant sans avoir la preuve que le malade est coronarien. Voilà, ça c'est la règle. Et puis on n'arrête pas les bêta-bloquants chez ceux qui l'ont de longue date Et on n'arrête quand ils sont surtout pas les coronariens. bêta-bloquants. Et on n'arrête pas les statines. Et on n'arrête pas les statines. Et le dernier point, c'est la question surprise, Aïe. mais c'est un biais d'intérêt pour moi. Est-ce qu'on recherche les sténoses carotidiennes? Ah, bonne question. Il semblerait que non. Voilà. Je pense que tu es d'accord. Oui, oui et non, mais ça Enfin. c'est un autre débat. Ouais. On pourra en rediscuter. En tous les cas, je crois qu'on a fait un tour rapide qui en tous les cas va nous conduire à nous pencher un peu plus Ouais. sur ces recommandations à la lumière de notre pratique. Merci Didier d'avoir illuminé nos lanternes. Avec plaisir, comme on dit dans le sud-ouest.